Bonjour, Serge Cam. Bonjour. Comment allez-vous? Très, très, très bien. Je vais vous resituer, mesdames, messieurs. Serge et moi, nous nous sommes rencontrés à travers le téléphone durant la crise du COVID, bien sûr, dans le cadre de Histoire d'immigration, publiée aux éditions David. C'était le premier contact que j'avais avec Serge. Et on avait eu un entretien vraiment, vraiment fort intéressant. Et je me suis dit, quand j'ai vu la publication de son plus récent ouvrage, je me suis dit, ah ben tiens, hey, il faut absolument qu'on invite cet homme-ci au micro de Culture Géniale. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation, Serge. C'est un grand plaisir pour moi. Je parlais justement de ce nouvel opus en tant que tel. Oui. Avant qu'on aborde l'ouvrage comme tel, Serge Cam, je vais vous demander, pour commencer, qu'est-ce qui vous incite à écrire? Parce que c'est la première fois qu'on se voit en tant que tel. Oui. Et vous avez quand même 8 livres à votre actif. Un 9e, comme vous me disiez, on va revenir au chiffre 9, mais enfin, oui. Un 9e est en chantier. Mais vous avez quand même 8 livres, donc il y a certainement un goût d'écriture, un goût de transmettre la parole, non? Oui, je pense que c'est une soif. Soif de comprendre, soif de connaître. Mm-hmm. Et j'ai toujours senti qu'il y a un langage qui se dit à l'oreille de mon cœur, un langage qui m'invite à être attentif et qui, indéniablement, me pousse à obéir à cette voix et à en témoigner. C'est un langage qui ne ment pas. Tout à fait. C'est le langage de la vérité, c'est le langage de soi-même, la recherche de soi-même, l'introspection de soi-même. Est-ce que justement les sources, comment je dirais, de votre écriture, c'est davantage vous-même ou ce qui vous entoure comme tel? C'est un peu, comme je viens de dire, une soif de comprendre la réalité environnante, ambiante, essayer d'arrêter de vivre dans l'antichambre de la vie. Autrement dit, je veux que ma vie soit une célébration. J'ai reçu en héritage une joie de vivre qui m'habite et j'aurais aimé en témoigner. Vivre dans la lumière, dans la vérité. C'est tout un défi. J'imagine que c'est tout un défi parce qu'évidemment, avec les heures sombres que l'on pourrait vivre dans notre milieu, proche ou éloigné, milieu politique, social, etc., c'est évident que c'est pas toujours facile d'être dans la lumière, bien entendu. Est-ce qu'il y a une façon, est-ce que votre formation à l'Université d'Ottawa et à l'UQO vous aide justement, vous êtes quand même qualifié en neurolinguistique, oui. Est-ce que justement ça vous aide à, comment je dirais, à capter, à percevoir les choses d'une façon différente? J'ai étudié en philosophie et je l'ai enseigné au collège. J'ai étudié en psychopédagogie et en communication et je pense que en étant conscient que nous sommes des êtres de communication, ceux qui osent écrire et partager le fruit de leur jardin intérieur prennent une chance et la joie est tellement forte que de livre en livre, on prend conscience qu'on a un devoir d'écrire. Et on est à l'école de l'écriture, à l'école de la vie. La vie est une école. Et moi, chaque fois que j'écris, je sens en moi une vague de bonheur et il m'arrive de goûter à ce qu'on appelle la jouissance d'écrire, jouir. Je partage cette joie à des gens, à des amis assez patients pour m'écouter. Et mon frère récemment m'a dit, quand tu me lis, je sens la joie que tu as d'écrire. Et il y a une joie d'écrire. Tout à fait, oui, tout à fait. Et on s'améliore de jour en jour. Est-ce que c'était déjà vrai, cette soif justement d'écrire et de vivre? C'était déjà vrai quand vous avez écrit votre premier roman, La Louve, quand vous avez écrit l'avant-dernier qui est, je pense, c'est mon histoire, comme mon histoire. Comment être un amour. Oui, tout à fait. Oser partager sa joie. En parlant d'amour, je viens le 29 juin 2024 de célébrer mon 50e anniversaire de mariage avec celle qui est assez patiente pour me faire sentir que ça vaut la peine d'être heureux. Alors, elle contribue à mon bonheur et c'est une joie sans nom.
Voyez? Tout à fait. Alors, est-ce que c'est justement cette joie s'est manifestée dès le point de départ, donc avec la louve, je disais. Est-ce que c'était déjà là en jachance, si je peux dire? oui, Oui. parce que j'ai senti, quand j'enseignais, j'ai passé 22 ans à enseigner à Pierre-Janet, à des gens qui ont été blessés par la vie, et j'ai senti leur difficulté à dire. Et Jacques Salomé, l'auteur de plusieurs livres en communication, a dit que ce que tu as du mal à dire peut s'exprimer sous la forme d'une maladie. On a du mal à dire. Mais tout se dit. C'est la façon de le dire qui compte. Est-ce qu'il n'y a pas une étape intermédiaire avant ça, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on a quelque chose à dire aussi? Ça, c'est vrai. Quand on dit il y a un désir, on veut comprendre, on veut se libérer d'un poids. Moi, l'écriture a toujours été pour moi une thérapie. Ça me fait du bien d'écrire, même si je n'ai pas l'intention de publier, parce que mon premier texte est à l'origine de mon départ forcé d'Haïti en 1970, quand j'ai osé interroger le silence de l'Église, moi qui étais destiné au sacerdoce. Après 10 ans, j'ai écrit une pièce de théâtre, et puis on m'a rappelé à l'ordre en me disant « L'Église d'Haïti est l'Église du silence ». Et moi, qui étais un rebelle, j'ai posé la question « Est-ce le silence de la mort ?» Depuis, j'ai pris conscience du pouvoir des mots. Même si on n'a pas l'intention de faire mal avec des mots, on a le devoir de les apprivoiser et de les utiliser pour non dire. C'est ça. C'est très intéressant de voir justement que cet incident du départ vous a amené là où vous êtes maintenant, bien entendu. Est-ce que justement, quand vous écrivez, j'essaie de m'imaginer Serge Cam en train d'être assis quelque part à une table, derrière son bureau, je ne sais pas, peu importe, et justement entreprendre l'écriture de quelque chose, une nouvelle, peu importe. J'essaie de m'imaginer. Est-ce que vous pouvez me décrire Serge Cam en train de s'asseoir et de commencer à décrire? Parce que je pense que ce serait très intéressant de voir dans quel état d'âme vous êtes. Au risque de vous surprendre, je commence jamais une session d'écriture sans une méditation, une prière. Parce que l'écriture est un acte de création qui vise la lumière, la vérité. Alors ça me fait du bien, j'ai dit à mon être supérieur, moi, je suis croyant, je dis Dieu, ça paraît banal, je dis Seigneur, accompagne-moi. Et quand je dis ça, je parle à celui qui est responsable de la vie dont j'ai hérité, quel que soit le nom qu'on lui donne. J'ai dit, je suis un instrument au service de la vérité et de la lumière. Moi, c'est ma certitude. Et à ma grande surprise, je n'ai jamais eu de problème de page blanche, comme on dit. Dès que je m'assois, ça vient tout seul. C'est comme s'il y a une préparation mentale qui a précédé l'acte d'écrire. Tout à fait. J'ai mon rituel. Tout à je fait. m'assois et je sais que ça va tout seul. Je vous regardais avant que vous veniez prendre place en face de moi en studio et j'ai comme l'impression que vous vous prépariez également à cette entrevue. Est-ce que justement c'est la même chose, c'est le même phénomène qui se passe en vous, tant au niveau de l'écriture qu'au niveau d'une entrevue? Oui. Par respect pour moi et pour l'intervieweur, je dois être prêt. Prêt à me laisser aller, prêt à être vrai. Quand le langage du cœur est vrai. Et je le dis toujours, ceux qui écrivent en écoutant le langage du cœur ne peuvent pas faire autre chose que nous toucher. Et j'ai lancé depuis 2 ans un projet au profit des auteurs de l'Outaouais qui s'appelle Café Rencontre. Chaque 2e dimanche du mois, au 2e étage de la Maison des Citoyens, j'invite les auteurs de l'Association des auteurs et de ceux d'Ontario, 8 par rencontre, à partager le fruit de leur trouvaille, de leur découverte. Et à ma grande surprise, depuis 2 ans, chaque 2e dimanche du mois, nous sommes une 40aine, 50aine à écouter. C'est un geste gratuit d'écoute, de partage. Il
y a toujours 8 auteurs par rencontre, à chaque heure 4 auteurs. Et je me nourris de la qualité littéraire des auteurs des deux côtés de la rivière. Et c'est un cadeau. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous pour avoir interviewé bon nombre d'entre eux dans diverses circonstances, que ce soit du côté outaouais ou du côté franco-ontarien. Effectivement, les auteurs de chez nous, au sens générique du terme, sont extraordinaires, vraiment extraordinaires, qu'ils enseignent d'ailleurs et qu'ils écrivent et qu'ils enseignent, qu'ils travaillent au niveau secondaire ou ailleurs, peu importe. C'est des gens extraordinaires qu'il faut absolument faire connaître et recevoir, évidemment. C'est un must, si on peut dire, dans le cas de Culture Géniale, évidemment. Tout à fait. Je me demandais si, là, on a parlé de votre préparation à l'écriture. Souvent, j'ai remarqué, et je vous l'avoue en toute candeur, je n'ai pas tout lu de vous, mais j'ai cru remarquer que souvent, vos phrases vous commencez toujours, non, je vais le tourner d'une autre façon, vous commencez toujours par une phrase très courte. Vous n'êtes pas du style de Balzac ou de Baudelaire ou de Chateaubriand avec une longue description, une longue introduction et ensuite de ça, on arrive au nerf ou au cœur de la chose. Oui. Souvent, vous êtes très concis mais précis. J'ai un souci de synthèse. Tout à fait. De synthèse parce que j'ai dit il faut que le texte soit accessible. Il y a des auteurs hermétiques. Mm-hmm. Hein? J'ai en tête un auteur, j'ai eu la chance de le rencontrer, je lui dis, il m'a dit, attention, va chercher dans ton dictionnaire. Alors, son intention était d'impressionner. Vous voyez? Alors, moi, j'écris en mettant dans mes textes toute la musique que m'inspire mon cœur. Hein? J'aurais aimé être instrumentiste. Mon style de musique se traduit dans mes textes. Intéressant. Ouais. Vous composez un peu ça comme... Vous écrivez un peu comme si vous étiez un musicien qui compose un concerto ou une symphonie, avec différents mouvements. S'il n'y a pas de musique dans mon texte... Au début, j'écrivais au tableau. Dans ma classe, j'écrivais au tableau, puis j'essayais de suivre le rythme des mots sans impressionner. Mais le souci, c'est de me faire plaisir, dans l'intention que ça plaise au lecteur. Et jusqu'à présent, mes lecteurs me rendent très bien la monnaie de ma pièce en me disant merci de prendre le temps de penser à eux en exprimant ma joie de vivre. Et comme j'ai dit à quelqu'un, si la vie n'est pas une célébration, on vit dans l'antichambre de la vie. Vivre, c'est célébrer. Ça correspond effectivement tout à fait au titre du nouvel ouvrage, le 8e, « Lettres muettes à des êtres chers ». C'est extrêmement varié là-dedans, les êtres chers, entre autres, et ceux qui sont témoins à la fois de votre écriture et qui sont les principaux objets et sujets de votre écriture. C'est extrêmement varié, ça va d'Haïti à des gens très connus ou plus ou moins connus dans notre région, qui vous sont certainement connus, qui le sont peut-être moins pour d'autres. Ce choix, justement, des gens, de parler des gens, ça aussi, c'est au centre même de votre démarche. Non seulement l'aspect vérité, l'aspect écoute, l'aspect linguistique, mais aussi l'aspect des gens aussi. Je n'ai pas calculé le nombre de chapitres, puis ça importe peu, mais j'ai remarqué qu'il y a énormément de gens qui sont nommés dans ces lettres ouvertes, ces lettres muettes, voyez-vous, intéressant comme mention. C'est les gens, parlez-moi un tout petit peu, justement. Et c'est comme une valse à 3 temps. C'est intéressant, Jacques Brel. Le premier temps de la valse, c'est des lettres que j'ai écrites à un frère imaginaire qui vit en Haïti et à qui je demande de m'expliquer les raisons de l'enfoncement de ma terre natale dans la mer des Caraïbes. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, nous, à redonner à cette terre de liberté tout ce qui caractérise cette terre de joie, de bonheur, de plaisir. Moi, quand j'étais jeune, même si on n'était pas riche, on n'a jamais manqué d'amour et de paix d'esprit, même si c'était le régime dictatorial de Duvalier. Mais ça s'est dégradé au point où je ne connais plus le pays où j'ai vu
le soleil pour la première fois. Alors, j'écris à un être imaginaire, à qui je demande de m'expliquer cette disparition de la vie sur la terre où je suis né. Deuxième temps, c'est des lettres muettes. Pourquoi elles sont muettes? Parce que les destinataires ne peuvent pas m'écrire. Évidemment. Hein? C'est un frère imaginaire. Deuxième mouvement, des lettres à des êtres qui nous ont laissés. Le deuil de mes attachements. Accepter que la vie est un flux ininterrompu et que la vie ne meurt pas. Les êtres vivants, les êtres qu'on aime ou qu'on a aimés meurent. Mais la vie demeure et ces gens continuent leur trajectoire en nous. Hein? Et je suis persuadé que la vie ne meurt pas. Et quand j'étais aux funérailles de mon père, j'ai jeté un coup d'œil sur sa dépouille mortelle et j'étais persuadé que c'était pas mon père. J'ai dit, c'est pas, cette enveloppe charnelle, c'est pas mon père. Celui que j'ai connu est en moi et il est vivant. Et ma fille aînée m'a demandé de lui écrire un livre qui raconte l'histoire de mon père. Et c'est mon prochain, mon 9e, qui va paraître dans quelques mois et qui a pour titre Boscam, c'est un menuisier Boscam, 3 mamans, il y a eu 3 femmes qui l'ont élevé, 3 épouses, il s'est marié 3 fois, 3 mamans, 3 épouses et 14 enfants. Ma mère est morte, j'avais 2 ans, il s'est remarié. Peu après, sa 2e épouse est morte et la 3e lui avait dit, c'est moi qui vais t'enterrer. Et c'est ce qui s'est passé. Tout à fait, tout à fait. Très intéressant de voir justement ce lien-là. Et j'amène 2 noms, parce qu'ils sont connus de nos auditeurs. Jacqueline Beaugé, pour commencer, et Yves-Antoine, que j'ai déjà reçu à cette émission, même à votre place exactement, il n'y a pas, peut-être tout juste avant la pandémie. Justement, ces personnages-là aussi, puis ce sont des personnages de chez nous, évidemment, si je peux le qualifier de cette façon-là, ce sont des personnages qui vous touchent, comme pour les autres également, votre oncle, votre tante, etc., etc. Ce sont des personnages qui vous touchent tout autant. L'excellence de ces gens m'a toujours marqué. Jacqueline Beaugé écrit de façon divine. Yves-Antoine est mon modèle d'écrivain. Et il y a Claude Pierre, qui a gagné un prix littéraire, Le Droit, avant de choisir le Retour de Haïti. Et d'autres personnes aussi qui m'ont marqué. Les gens qui sont vivants nous laissent en héritage la vie. Je me le répète, la vie ne meurt pas. Moi, je ne crois pas en la mort. Je crois en la disparition physique des gens. Et l'esprit demeure? Moi, c'est clair. Mon père demeure en moi. Ma mère est morte, j'avais 2 ans. Elle vit en moi. Et je sais que ce qui me garde vivant, c'est cette espérance de lumière qui ne s'éteindra jamais. Vous savez, j'ai à peu près lu le bouquin au complet. Et il y a une constante que j'ai remarquée, puis c'est tout à fait, puis je pense que ça fait partie du lecteur que je suis, puis ce n'est pas nécessairement la correspondance avec l'auteur, mais il y a une constante à travers ces témoignages-là, c'est l'amitié. J'ai comme l'impression que votre père est également un ami, votre mère est également une amie, votre Yves-Antoine, c'en est un, c'est un modèle en plus, évidemment. Il y a d'autres personnages aussi où, justement, ou des situations, les Noirs en Haïti, par exemple, il en est question, et les Noirs dans l'histoire, il en est question. Ce sont tous, j'allais dire, des amis. Et j'aimerais ça que vous me parliez un tout petit peu, justement, de cette notion d'amitié comme telle. L'amitié, c'est ce qui fonde notre vie. J'ai été blessé par certaines personnes, mais j'ai dit ces personnes n'ont pas encore reçu la lumière, n'ont pas encore reçu ce souffle qui fait que la vérité doit être au cœur des relations. Et le fondement, c'est la vérité, la lumière et la joie. Moi, j'ai une dette de bonheur envers moi-même et jusqu'à la fin de mes jours, j'en témoigne sans même y penser. Vous voyez? Comme j'ai dit, je suis vivant par accident. J'ai eu à 3 reprises des occasions de finir ma vie. J'ai eu les mains levées à 3 reprises. Alors j'ai dit, bon, ceux, paraît-il, et celles qui ont frôlé la mort,
mordre à la vie de façon démesurée. J'ai une soif de vivre et les amis, pour moi, c'est sacré. Et j'offre à mes amis l'honnêteté, la transparence et la vérité. Si tu me dis la vérité, tu comprends c'est quoi l'amitié. Si tu es vrai, tu as le droit de dire non. Moi, j'ai dit, quand je dis non à un ami, je réclame le droit de me dire oui à moi-même. Je le disais à mes élèves quand j'enseignais, tu peux dire non à quelqu'un qui t'invite à casser telle vitre, mais tu dis oui à toi qui choisis de te respecter. Et l'ami qui ne comprend pas un non n'est pas un ami. Est-ce que cette façon d'aborder les choses, puis là je vais aborder un sujet qui est un peu délicat, mais je pense que ça se doit d'être abordé. Je veux parler évidemment de l'immigration et de l'intégration des gens dans notre communauté. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un qui est en face de moi en parle. Est-ce que justement cette notion d'amitié-là, vous essayez également de la transmettre dans la communauté où vous vivez, dans la communauté qui vous a accepté, que vous intégrez dans vos écrits également? Parce qu'il faut le préciser, ce que vous écrivez, c'est aussi bien pour les Noirs que les Blancs, les Asiatiques, les Rouges, ou bon, peu importe, qu'ils soient religieux, non religieux, peu importe. C'est tout ce monde-là est là, présent chez vous. Est-ce que justement, c'est cette notion d'immigration et d'intégration est vraiment très, très bien, comment je dirais, cimentée en vous maintenant? Oui. Je suis content de vous l'entendre dire. Il y a un souffle dans mon livre qui nous rappelle que nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons intérêt à choisir de regarder la lumière plutôt que de nous entretuer. Je ne demande même pas d'accepter. J'aime pas qu'on m'accepte. J'aime qu'on me respecte. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, j'aime pas les Noirs. J'ai dit, je te remercie de me dire la vérité. Mais j'ai peur qu'en n'aimant pas les Noirs, tu n'es pas en train de me dire qu'il y a en toi une dimension ombragée que tu n'as pas encore acceptée. Tout à fait. Accueille la lumière et tu vas aimer les gens, quelle que soit leur nuance épidermique, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance. Aime. Et c'est pourquoi la dernière phrase de mon livre, j'en reviens pas encore, je la dis souvent, seul l'amour a le pouvoir de nous protéger du désespoir. J'ai écrit une lettre à un jeune désespéré qui ignorait toute la richesse qui le caractérisait, toute la valeur, la dimension merveilleuse, mais il avait les yeux fermés sur ce qu'il avait, il avait les yeux ouverts sur ce qui lui manquait. Mais s'il prenait le temps de compter ses bénédictions, d'espérer que demain la lumière va poindre à l'horizon, il sortirait de sa noirceur et il verrait que nous sommes tous des êtres de lumière. C'est ça, la richesse de la personne humaine. Et les personnes noires ont doublement de mérite de rappeler aux gens qui ne voient pas leur lumière que leur lumière est à l'intérieur d'eux-mêmes. Tout à fait. Moi, j'ai toujours dit à des jeunes des communautés d'accueil, des gens noirs, vous avez beaucoup de mérite de refaire vos racines sur une terre qui n'est pas la vôtre. Moi, j'enlève mon chapeau devant tous les enfants des immigrants, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur couleur de peau, que cette terre d'accueil qu'on appelle le Québec, le Canada, est une terre merveilleuse, car moi, je suis fier de le dire, le Canada, l'immigration m'a sauvé la vie. Tout à fait. Et même si le phénomène d'intégration, appelons ça comme ça, parce que c'est un terme à la fois technique et administratif, même si l'intégration est à refaire de façon constante et journalière, parce que je pense pas que ce soit acquis en tant que tel. Ça, c'est une opinion tout à fait personnelle, mais j'ai comme l'impression que c'est le cas, effectivement. C'est toujours à refaire, et c'est une lutte, heureusement. Où sera le mérite? Absolument, oui. Où sera le mérite? Tout à fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je vois que depuis ton arrivée sur la rue, il y a plusieurs maisons à vendre. Est-ce que c'est ta présence qui invite les gens? J'ai dit, ça peut être ça. Si les gens sentent qu'ils sont des bandits
et qui a quelqu'un qui arrive sur la rue, qui a acheté une maison et qui a une conduite, comment dirais-je, respectable, leur place n'est pas là. Tout à fait. Tout est dans l'œil. Tout à fait. Je vais aborder un dernier point parce que vous avez dit que vous étiez croyant. Pratiquant. Croyant et pratiquant. Et pratiquant, parfait. Oui. Est-ce que vous êtes superstitieux? Et pourquoi je me pose cette question-là? C'est parce qu'avant l'entrevue, vous m'avez remis une carte avec le chiffre 9 et ça le dit, le 9... Je fais du 9. Oui. Alors, êtes-vous superstitieux à ce point-là? Est-ce que par hasard, à ce moment-là, est-ce que par hasard, quand vous serez rendu au chiffre 10, là, vous allez faire quoi exactement? Non, ça c'est un souvenir. Ah oui, une jeune de ma classe qui avait perdu la fonction du langage parce que cette personne n'a pas été respectée dans son intégrité physique. Et le 9e jour du 9e mois de l'année 1999, en écrivant la date au tableau, j'ai attiré leur attention sur la fréquence du chiffre 9, parce que je leur ai posé la question, qui veut faire du 9 dans sa vie? Et moi, le 9e jour de chaque mois, j'ai un ami extraordinaire, un compatriote, psychiatre, qui à chaque 9e jour de mois, me laisse un message sur mon répondeur, car il propose ce rendez-vous mensuel à ses clients, de se gâter, de se revoir. Moi, à 69 ans, le 9 septembre, j'ai décidé d'apprendre le piano. J'ai fait du 9. C'est très Je ne suis pas bien. Pianiste, mais j'ai choisi de me faire plaisir. Alors, si vous avez besoin d'un petit accompagnateur de clavier, je suis votre homme, Serge Kahn. Ça va me faire si plaisir. jamais ça vous intéresse, effectivement. Alors, je fais du 9. Tout à fait. Je fais du 9. C'est parfait. Je suis content que vous soyez publié aux éditions de la francophonie. Le prochain ouvrage va être également publié là? Il y a des bonnes chances, Il y a des bonnes parce que chances. ce sont des gens qui ont à cœur Tout à fait. d'accompagner les écrivains, qui soient confirmés ou débutants, et ils ont beaucoup de conseils à donner. Et bon, c'est sûr, ma maison d'édition, c'était le Vermillon, mais Jacques Flamand, qui m'a inspiré Ça en est un autre. Il n'étant plus, et son épouse, que je salue maintenant, Mme Bertoli. Ces gens ont fait beaucoup pour la francophonie, pour la langue française. Tout à fait. Je leur dois la plupart de mes textes qu'ils ont accepté de publier, de m'accompagner. Et puis, ce sont des gens qui ne mourront jamais pour moi. Absolument, tout à fait. D'ailleurs, il y a un mot sur Jacques Flamand. Comment je dirais, on va laisser le plaisir aux gens de découvrir ce que vous écrivez sur Jacques Flamand. Serge Kahn, ça a été un plaisir. Une autre fois, enfin, on a réussi à passer plus que 7 minutes et demie ensemble. C'est un pur plaisir de vous avoir eu à Culture Géniale. Je réitère, pour le bénéfice de ceux et celles qui, par hasard, ne vous auraient pas entendu dès le point de départ, donc, que vous venez de publier votre 8e ouvrage, Lettres muettes à des êtres chers. Et c'est publié, bien sûr, aux éditions de la francophonie. Alors, grand merci, Serge. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Le murmure de l'ombre. Oui, absolument. C'est le sous-titre. Même quand on est dans l'ombre, il y a une petite voix qui nous rappelle que la vie vaut la peine d'être vécue. Tout à fait, tout à fait. Et ce n'est pas un murmure. Merci. Je ne saurais pas mieux dire. Bon, ben parfait. Merci.